Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec l'art à la une. 15 minutes d'interview où nous aurons le plaisir de recevoir avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous aurons donc le plaisir de recevoir Laurence Dreyfus, conseillère en acquisition d'œuvres d'art et fondatrice de Chambre à part, pour évoquer la foire d'art contemporain Paris Plus qui se tient en ce moment même. Nous nous demanderons notamment comment se repérer au sein de l'art contemporain. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine où nous reviendrons une fois encore sur les 3 ans du PER, du plan épargne retraite, et nous vous proposerons de revisionner l'interview de Martin Landais, sous-directeur des assurances au sein de la Direction générale du Trésor. A tout de suite. Bienvenue dans l'art à la une, une émission consacrée aujourd'hui à la foire Paris Plus. Nous allons nous demander ensemble comment se repérer dans l'art contemporain. Et pour évoquer ce sujet, nous avons le plaisir évidemment d'être rejoints par la journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart, Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Et nous sommes en présence de Laurence Dreyfus, conseillère Art Advisor, fondatrice de Chambre à part. Merci beaucoup d'être avec nous pour nous éclairer donc sur cette foire Paris Plus. Paris Plus par Art Basel qui vient d'ouvrir ses portes ce week-end. Et donc c'est la première édition de Paris Plus. Est-ce que déjà ça change énormément de choses pour la place parisienne, le fait que Paris Plus by Art Basel soit en France? Oui, ça envoie un signal international extrêmement fort. Depuis plus de 20 ans, on connaissait la FIAC. Les collectionneurs amateurs sont un peu déstabilisés parce que maintenant la FIAC n'existe plus et c'est Paris Plus. Mais comme le public est de plus en plus informé et de plus en plus international, on positionne Paris en satellite ultra contemporain et à un très haut niveau pour les places mondiales du marché de l'art. Donc le savoir-faire de Art Basel, avec le savoir-faire suisse-allemand, leur savoir-faire depuis plus de 50 ans, tout d'un coup nous amène un professionnalisme incontestable et une arrivée massive des collectionneurs vraiment internationaux, c'est-à-dire américains, oui, asiatiques, et évidemment tous les Européens qui n'avaient pas forcément envie de venir. Là, c'est flagrant. Le label Art Basel, c'est une gageure de qualité. C'est une gageure de qualité. Et c'est une gageure c'est quand même aussi un effet de mondialisation, puisque Art Basel existe à Bâle. Oui. Ça a commencé à Bâle. Puis ensuite, il y a eu Miami, ça va faire 20 ans. Après, il y a eu Hong Kong. Et puis, maintenant, Paris. Donc Paris devient capitale du monde de l'art dès cette semaine. Ouais, formidable. Et vous êtes aussi la fondatrice de Chambre à part. Donc ça, c'est une exposition qui a lieu depuis aussi de très nombreuses années, en même temps que la FIAC et maintenant Paris Plus. Est-ce que ça change quelque chose pour vous qui organisez toujours ces événements en périphérie, en satellite de ces grosses foires? Exactement pour les mêmes raisons que je viens d'évoquer, ça change beaucoup de choses. Parce que les collectionneurs qui avaient l'habitude de venir pour la FIAC faisaient un arbitrage entre Londres, la frise à Londres, les ventes à Londres et Paris. Et les Américains aussi, et les Asiatiques aussi. Mais là, on voit de manière très flagrante, puisque j'étais la semaine dernière à Frise, et la plupart des marchands m'ont dit « Nous aurons beaucoup d'Américains et d'Asiatiques qui zappent Londres et qui vont venir à Paris. » Et un deuxième phénomène, c'est que les maisons de vente, qui traditionnellement faisaient leurs ventes à Londres, oui, ont décidé de faire des ventes à Paris. Donc, en fait, il y a, avec Brexit, avec... tout ce monde est quand même très lié à l'économie, bien entendu. Il y a un coup de projecteur sur Paris et qui risque de durer un long moment. Corrélé à ça, l'arrivée de très grandes major galeries, donc des blockbusters des galeries, qui se sont installées depuis 1 an et qui s'installent et qui continuent à s'installer à Paris. Petite question de néophyte, Art Basel n'est pas français. Ça ne fait pas grincer des dents que la plus grande foire d'art contemporain de Paris ne soit pas organisée par des Français? Ça fait grincer des dents. D'accord. Mais il y a eu énormément de polémiques, d'articles,
C'est la vie, je dirais. Et si on veut placer une foire à un niveau maintenant mondial, parce que le marché de l'art est devenu un énorme monstre par rapport à ce que j'ai connu quand j'ai commencé mon métier il y a une trentaine d'années, c'est le prix à payer. De passer par des grands organisateurs de foires d'art contemporain. Mais c'est un phénomène qu'on observe dans beaucoup d'autres domaines. Dans tous les domaines de l'économie maintenant. Alors, ils ont une particularité, c'est qu'ils ont gardé des équipes françaises. Ils ont cette année choisi des galeries avec beaucoup de galeries françaises et parisiennes. Donc, ils vont essayer de compenser. Et justement, en termes de programmation de Paris Plus, est-ce que vous voyez une différence majeure ? Pour l'instant, c'est trop tôt, parce que ça vient d'ouvrir. Ce qu'on observe, c'est que la montée en puissance se fera à l'ouverture du Grand Palais. Pour l'instant, on est au Grand Palais éphémère. Oui. Tous les visiteurs peuvent avoir accès à ce palais éphémère qui est petit par rapport au Grand Palais. Je pense que stratégiquement, c'est intéressant et intelligent parce qu'ils auront 2 ans pour monter en puissance, observer les acteurs, ce qui se passe, quelle est la particularité de Paris, pour attaquer très très fortement dans 2 ans quand le Grand Palais sera ouvert. Réouvert plutôt. Justement, c'est en néophyte, on peut rentrer alors dans ce palais éphémère qui est plus petit que le petit palais. Qu'est-ce que vous conseillerez alors pour une personne qui se retrouve devant ce dédale de booths, de galeries un peu partout? Déjà, je trouve que c'est une très bonne idée de commencer maintenant parce que c'est petit comme échelle par rapport au Grand Palais qui est XXL. Donc, c'est un bon point de commencer maintenant. Je conseillerais de regarder la toute première partie de Paris Plus où il y a les grandes galeries majeures qui sont au début. Et ensuite, en progressant dans les allées, on arrive vers une section plus jeune avec des galeries plus récentes. Et là, c'est bien justement, quand ça dépend des budgets que l'on a, mais quand on commence, c'est bien d'aller vers cette partie-là parce que c'est la création la plus jeune et la plus fraîche, entre guillemets. Les galeries qui sont avant, quand on rentre par l'entrée principale du palais éphémère, sont déjà des galeries établies. Vous verrez, cette année, les stands ne sont pas très très grands. Donc, ce n'est pas des stands de 100, 200 mètres carrés. C'est des petits stands de 70 mètres carrés maximum. Et quand on arrive dans la section émergente, par quel budget on peut commencer à faire un beau travail d'investissement ? Vraiment, après, est-ce qu'on peut investir à 5 000 € aujourd'hui ? On peut se faire plaisir en tous les cas. D'accord, mais ça ne reste pas un investissement. Reste pas un investissement. L'investissement aujourd'hui, le ticket pour l'art contemporain, pour avoir un investissement sérieux, c'est 50 000 € pour commencer, pour une œuvre. Même si c'est des acteurs, des artistes qui sont quand même très jeunes. Oui, parce que moi, je conseille toujours d'avoir une pièce majeure d'un artiste jeune, plutôt qu'une petite œuvre. Et après, pour les choisir, on va plutôt se diriger par son cœur ou vraiment... Alors moi, je vais prêcher pour ma paroisse. Je pense qu'il faut aujourd'hui être entouré de bons conseillers. D'abord, pour une raison très simple, c'est que il y a un tel engouement qu'on ne donne pas les œuvres à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire on ne va pas vendre à quelqu'un qu'il ne connaît pas, a priori. On a une tendance... Donc il faut déjà être collectionneur pour collectionner, c'est ça ? Il faut avoir ce qu'on appelle des clés. Donc nous, en tant que conseillers, on ouvre les portes. D'accord. Et c'est ça notre rôle. C'est d'obtenir auprès des galeries, de par notre réputation, la possibilité de dire non, fais confiance à cet advisor et fais confiance à cette famille ou ce collectionneur. Mais ça veut dire qu'il faut avoir des budgets conséquents et qu'il faut être prêt à montrer patte blanche et montrer qu'on achètera plusieurs œuvres à l'avenir, non ? C'est ça ? Je ne crois pas qu'il faille prendre les choses en disant c'est sur le long terme. Moi, je vais me retrouver dans un exercice dès demain à Paris Plus avec quelqu'un qui a un budget de 40 à 45 000 €. Et vous allez l'accompagner ? Donc, je vais l'accompagner. Oui, je vais l'accompagner. J'aurai évidemment bien travailler avant, c'est-à-dire 2 heures avant, on prend notre temps, on regarde, on voit les grands stands, on fait un peu d'éducation, on voit si c'est vraiment qu'est-ce qui lui fera plaisir, est-ce qu'on va vers une sculpture, est-ce qu'on va vers une peinture. Enfin, c'est des questions en fait assez simples de débutants qu'il faut savoir poser et ensuite aller vers, j'ai une liste en fait des artistes
que je pense qu'il faut suivre, D'accord. en sculpture et en peinture. Et à partir de là, je fais en sorte que mes clients obtiennent les œuvres. Et alors, je rebondis sur la question de Sybille. Effectivement, je suis un néophyte complet du monde de l'art contemporain, mais j'aime ça. Et effectivement, j'ai un budget de 40 000 € et je vous accompagne demain à Paris+. Est-ce qu'il faut que je me laisse porter par mes émotions, parce que va dégager une œuvre, ou au contraire par un conseil d'experts avisés et d'experts sur le sujet? Il y a toujours un arbitrage. On peut trouver un compromis avec les deux. On peut trouver. Donc ça veut dire que je ne vais pas faire acheter une œuvre très très conceptuelle à quelqu'un qui démarre, sauf si c'est vraiment ce que la personne veut. D'accord. Parce que c'est son état d'esprit, parce qu'elle est plus intellectuelle que quelqu'un qui veut avoir un beau tableau dans son salon. Donc on arrive toujours à dialoguer. Mais ce que je fais toujours, c'est que je prépare. Et je prépare déjà. Et ensuite, je propose en disant, voilà, pour ça, tu auras ça. La carrière de l'artiste est dans telle galerie, dans tel grand pays, à New York, à Paris, etc., etc. Je balise, et à partir de là, c'est la personne qui a le porte-monnaie qui décide. Bien sûr. Mais je suis dans mon rôle de conseil, de dire, attention, si tu prends ça, ça va aller nulle part, parce que c'est pas assez encadré. Il faut savoir que la création contemporaine, c'est devenu très très professionnel. C'est plus comme avant où on va sortir de nulle part un artiste inconnu. C'est fini. Ça coûte cher d'exposer à Paris+. Les exposants ont des frais quand des galeries viennent de New York, d'Asie. Elles ont une rentabilité, donc elles vont montrer des artistes qu'elles vont suivre. Il faut savoir que c'est un métier très particulier parce que c'est un sacerdoce. Les galeries accompagnent les artistes le plus longtemps possible. Est-ce que vous avez déjà décelé des petites tendances auprès des artistes émergents ? Non. Je préfère pas les donner parce qu'il y a des vagues, il y a des modes sur les artistes noirs américains. Il y a eu des vagues sur le figuratif, il y a eu pendant de nombreuses années beaucoup de choses sur l'abstraction. Aujourd'hui, on est beaucoup dans du post-post-post, c'est-à-dire du post quelque chose. D'accord, oui. Et c'est pas toujours bon. Moi, j'essaye... C'est-à-dire qu'on a du mal à inventer quelque chose de nouveau ? Exactement. Donc, moi, l'exercice visuel que je fais, et intellectuel en permanence, c'est qu'est-ce que l'artiste apporte de nouveau ? En peinture, c'est très compliqué. En sculpture, ça l'est. Mais on y arrive. Mais alors, on y arrive. Une question avant de revenir peut-être sur des questions plus expertes. Mais... non, mais c'est d'autant plus, c'est qu'il y a quand même un sujet aujourd'hui qui est tout le temps dans la société, c'est la transition énergétique, la transition écologique. Ça, c'est pas un sujet, c'est pas une tendance dans le monde de l'art aujourd'hui en 2022. Si, quand même. Il y en a aussi. Depuis plus de 15 ans, je suis quelques artistes qui sont très concernés, qui se sont interrogés sur ces questions il y a déjà 20 ans. Un artiste argentin qui s'appelle Thomas Saraceno, que vous avez d'ailleurs pu voir dans mon exposition Chambre à part, ou un autre artiste, Olafur Eliasson, ou Bianca Blondi, qui est une très très bonne artiste. Il y en a, et ils le font de manière sincère depuis longtemps. Donc c'est pas parce que c'est une tendance. D'accord. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est les artistes qui l'ont en eux, dans le courant, et qui en plus réussissent non pas à être démonstratifs de cette tendance-là, mais esthétique et en même temps sincère dans la démarche. Mais justement, il y a un rapport Artprice qui a été publié il y a quelques jours qui parle vraiment de l'art ultra contemporain. Oui. Est-ce qu'il y a vraiment une rupture plastique, quelque chose qui a été apporté de nouveau dans ce nouveau mouvement? Est-ce qu'on rentre dans cette nouvelle ère? Mais justement non, parce que dans l'ultra contemporain, il y a tous les artistes un peu spéculatifs qui sont tendance à la mode, colorés, figuratifs. Et ça peut être un effet de paille, surtout dans un contexte comme aujourd'hui, où on est dans un contexte de tension internationale, de tension monétaire. Donc, il faut faire très, très, très attention de ne pas rentrer dans des effets de mode très éphémères. Parce que souvent, ce sont des artistes qui font des prix très importants en vente aux enchères, mais 2 ans après, leur carrière est broyée et ils disparaissent. Pour ceux, on me demande souvent d'ailleurs, il y a des jeunes qui me disent, moi de toute façon c'est pour faire de l'argent en 2-3 ans. Quand je peux, je les aide, et quand j'arrive à avoir les œuvres, mais sinon je leur explique que s'ils veulent se faire plaisir, il faut quand même, sur un budget, il faut donner peut-être 20-30% sur du très très spéculatif, parce que c'est des satisfactions immédiates pour eux.
en termes de financement. Et puis ensuite, 70% sur des artistes de fond qui ont une carrière et qui la développent. C'est là où j'interviens, quel que soit l'actif dont on parle, quand on parle du très spéculatif, même dans le monde de l'art, j'imagine que c'est très risqué aussi. Oui. Voilà, c'est juste pour préciser ça. Sybille, dernière question. C'est absolument risqué. Mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est parce que est-ce que vous pensez qu'on va rester sur cette forte progression? Parce que là, on a vu que l'art contemporain a fait du x10, x20 par rapport aux dernières années. Est-ce que dans 10 ans, on parlera encore d'un x30 sur l'art contemporain? Oui. Vous pensez que ça va rester sur cette tendance? En fait, ça dépend des artistes, mais moi, il m'est arrivé au fil de ma carrière d'acheter à 5 000 $ et à avoir aujourd'hui des œuvres qui en valent 300 000 $. Donc, en fait, quand on achète la bonne œuvre et qu'on l'achète dans le cadre de son budget et qu'on suit et qu'on sait que l'artiste est solide, ça va avec la valeur de l'argent. Donc ça reste pour tous ceux qui ont constitué des collections, je peux donner quelques exemples, ceux qui ont constitué des collections il y a 40 ans, qui achetaient des Jeff Koons pour, on va dire, 20 000 $, aujourd'hui leurs Jeff Koons valent 20 millions de $ en 40 ans. Donc il faut savoir que ça existe et ça existera toujours parce que c'est sacré l'art. On finira là-dessus. Alors, effectivement, l'exemple de Jeff Koons ne vaut pas forcément pour tous les artistes, mais effectivement, c'est le cas pour Jeff Koons. Merci beaucoup, Laurence Dreyfus, conseillère en acquisition d'œuvres d'art et fondatrice de Chambre à part. Merci d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous vous proposons de revenir sur l'interview de Martin Landais, sous-directeur des assurances au sein de la Direction Générale du Trésor, qui était sur le plateau de Smart Patrimoine la semaine dernière. Nous lui demandions quel bilan il tirait des 3 ans du PER. 3 ans après la loi Pacte, ce qu'on constate, c'est un succès pour le PER, un succès qui est un succès collectif, puisqu'au 30 juin 2022, on a 6 millions de bénéficiaires de ces nouveaux PER. D'accord. Et comme vous le rappeliez, c'est beaucoup plus que l'objectif initial qui avait été fixé pour fin 2022 à 3 millions de bénéficiaires. C'est aussi un succès en termes d'encours, puisque au total, ces nouveaux PER représentent 70 milliards d'euros. D'accord. Là aussi, c'est plus que l'objectif initial qui avait été fixé à 50 milliards d'euros pour fin 2022. Ce qu'on peut dire, c'est que ce produit d'épargne retraite, il a permis aux assurés d'avoir des contrats au total en moyenne de 11 000 euros par PER. D'accord. C'est même 15 000. Donc 11 000 euros accumulés depuis 3 ans, donc versés sur ces PER. C'est 11 000 sur ces nouveaux PER. D'accord. Et 15 000 pour les PER individuels. D'accord. Et ce qui est un élément très positif pour nous, c'est que cette dynamique, elle est constante depuis 3 ans. Si on regarde les chiffres du 30 juin 2021, on voit que par rapport à il y a un an, on est à plus 50% en termes d'encours au 30 juin 2022. Donc il y a vraiment un rythme qui ne décélère pas, et ça, c'est très positif. Et alors, comment est-ce qu'on explique qu'il y ait une appétence pour ce produit d'épargne retraite? Parce qu'il en existait avant, il y a d'autres moyens d'épargner pour sa retraite, que ce soit d'investir dans l'immobilier ou de passer par une assurance vie. Pourquoi est-ce que le PER plaît autant? C'est parce qu'il plaît aux distributeurs ou parce qu'il y a une vraie appétence des épargnants? En fait, avec la loi Pacte, l'objectif, c'était de créer un véritable choc d'attractivité pour l'épargne retraite. Parce que si on regarde le panorama avant la réforme, on a un paysage de l'épargne retraite qui est extrêmement fragmenté. Vous avez beaucoup de produits, vous avez les articles 83, les Madelin, les Perco, vous avez les PERP. Et donc, tous ces produits sont régis par des règles spécifiques, ils sont peu portables. Et surtout, ils contribuent peu au financement de l'économie. Et donc, avec Pacte, l'objectif, c'était de créer un choc d'attractivité parce qu'on considérait que ce n'était pas satisfaisant que ces produits, ils représentent, quand on regarde les chiffres à fin 2018, on est à environ 240 milliards d'euros d'encours. Quand vous regardez par rapport aux livrets réglementés, comme le livret A, à plus de 300 milliards, quand vous regardez l'assurance vie, à 1800 milliards, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Et ces deux produits que je viens de citer, livret réglementé ou assurance vie, ils étaient utilisés de fait pour la constitution d'une épargne retraite. Et ce n'était pas satisfaisant.
Retour un an en arrière, lorsque le PER fêtait ses 2 ans, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, avait pris la parole pour constater d'ailleurs le fait qu'il manquait peut-être un petit peu de transparence sur les frais associés au PER. Et donc du coup, il y a eu plusieurs accords de place qui ont été signés par la suite pour travailler à une meilleure transparence, mais surtout une meilleure lisibilité des frais associés au PER. Où est-ce qu'on en est lorsqu'on fête la 3e année du PER? Alors, déjà, on peut se dire que le pari qui avait été fait et l'objectif de la loi Pacte, il a été clairement atteint pour plusieurs raisons. Et peut-être on peut revenir sur les leviers qui avaient été mobilisés dans la loi Pacte. Le premier levier, c'était d'avoir un produit qui est portable. Comme je disais, c'est une épargne qui est portable entre tous les produits, toutes les entreprises, pour s'adapter aux évolutions des carrières professionnelles. Ça, c'était majeur. Le deuxième, c'est que c'est un produit plus souple. Vous pouvez sortir pour l'épargne volontaire et d'entreprise, salariale, vous pouvez librement sortir en rente ou en capital. Bien sûr, ce qui n'était pas possible avant. Exactement. Et puis, avant le départ en retraite, vous pouvez sortir de votre contrat pour l'achat d'une résidence principale. Donc, ça donne beaucoup de souplesse. Le troisième point, c'est que c'est une offre, on l'a dit, plus lisible et plus simple. Vous avez tous ces produits qui ont été regroupés dans un seul produit, le plan d'épargne retraite. Et puis, enfin, un élément important pour nous, c'est que la contribution au financement de l'économie de ce produit, elle est bien meilleure. Parce que l'épargne salariale, l'épargne retraite, c'est une épargne longue. Qui peut d'ailleurs faire partie de l'épargne salariale, oui, bien sûr. Mais l'épargne retraite, c'est une épargne longue avec des horizons de sortie de 20, 25 ans, tout à fait adaptés au financement de l'économie. Et on était dans un équilibre sous-optimal avant la réforme, grâce notamment à la gestion pilotée par Horizon, introduite dans la loi Pacte. Vous avez tous les leviers pour vraiment contribuer au financement de l'économie. Alors, en effet, il y a un an, le ministre avait constaté que sur les frais, des améliorations étaient possibles. Il y avait ce sujet d'incompréhension parfois entre deux PER, de noms de frais différents ou d'incompréhension sur quels étaient les frais qui étaient réellement appliqués. Alors, on peut dire là-dessus que la loi Pacte, elle comprenait déjà des avancées pour l'information des épargnants, notamment l'information sur les rendements, les revalorisations de l'assurance vie. En effet, on a continué à travailler sur cette transparence avec les fédérations professionnelles, ce qui nous a conduit à un accord de place en février 2022 qui a permis 2 avancées. La première, c'est que depuis le 1er juin 2022, l'information sur les frais des PER, elle est sur Internet pour permettre une meilleure comparabilité des offres. La deuxième avancée, c'est l'affichage des frais totaux pour chaque unité de compte. Et depuis le 1er juillet 2022, il y a eu un petit mois de décalage, l'épargnant, il peut connaître en amont de la souscription et puis dans le relevé d'information annuelle, le montant total des frais de gestion de ces unités de compte. Donc, ce qu'on constate, c'est que des remontées de terrain, cet accord de place, il est plutôt bien appliqué. Et donc, notre souhait, c'est que cette transparence, elle permette une meilleure comparabilité, qu'elle permette une concurrence accrue et donc, au final, puisque c'est ça l'objectif, une pression à la baisse sur les frais. Autre sujet qui va avec l'anniversaire du PER, c'est que vous attaquez, si je puis le dire ainsi, au sujet des contrats d'épargne retraite en déshérence. Il y en avait tant que ça pour que ça devienne un sujet géré par le Trésor ? Eh bien, la lutte contre la déshérence, c'est une priorité du gouvernement, en vérité, depuis assez longtemps. Pas seulement du gouvernement, de l'ensemble des pouvoirs publics. Quand on parle de déshérence, on parle de contrats en fait, qui ne sont pas... qui sont perdus, quoi. D'accord. Un contrat en déshérence, c'est quoi ? C'est un contrat d'épargne dont le capital ne peut pas être versé à son bénéficiaire parce qu'il y a des assurés qui ignorent qui sont bénéficiaires d'un contrat. Donc c'est pas le souscripteur, c'est le bénéficiaire, d'accord. Exactement. Typiquement, Nicolas Pagnès, vous ignorez que BFM a souscrit un contrat d'épargne retraite pour vous. En l'occurrence, ce serait peut-être plus Bismart, mais oui, c'est possible. Bismart a conclu un contrat pour vous. Vous l'ignorez. Eh bien, en fait, vous allez à la retraite sans savoir ça. Et donc, et donc, ça va rester sur un contrat et personne ne viendra le réclamer. D'accord. En déshérence. Alors, il y avait déjà eu des travaux là-dessus, notamment la loi Eckert, en 2014, sur la déshérence en assurance vie. D'accord. C'est aussi un sujet. Sur l'épargne retraite supplémentaire, la retraite supplémentaire,
on voyait qu'il y avait encore un sujet. Quand on regarde les chiffres publiés par l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le superviseur des assurances et des banques, en 2018, ils estimaient que les contrats non liquidés passés 65 ans, donc normalement, après 65 ans, vous êtes en retraite, vous avez liquidé, ça représentait plus de 5 milliards d'euros. Donc il y avait un sujet qu'il fallait traiter. Et donc, c'est pour ça qu'a été mis en place un nouveau service en ligne, gratuit, Mes contrats d'épargne retraite. C'est un service en fait qui vient en application d'une loi du 26 février 2021, la loi dite La Baronne, qui a créé un droit à l'information sur les droits acquis dans le cadre des plans d'épargne, des contrats d'épargne retraite. Et donc, ce service, il permet simplement à un salarié qui soit encore en activité ou à la retraite de vérifier s'il n'est pas bénéficiaire d'un contrat d'épargne retraite ou non d'un contrat. Et donc là, l'enjeu, ça a été de recenser tous les contrats. Bien sûr. Et donc là, on est à près de bientôt 12 millions de contrats recensés sur la plateforme, auxquels tout le monde peut avoir accès de manière très simple. C'est sur inforetraite.fr. Ou sur et donc ça veut dire 12 millions de contrats dont il a été identifié que personne n'a sollicité le contrat en question. C'est 12 millions de contrats au total. Parmi ces contrats-là, il y aura peut-être des contrats en déshérence, mais là, c'est l'ensemble. D'accord, je comprends. D'accord. Après, on pourra aller vérifier en tapant son nom, exactement. Si on est bénéficiaire d'un ou plusieurs contrats. Mais quand on souscrit, très rapidement, mais quand je souscris à un PER aujourd'hui, je suis le souscripteur et le bénéficiaire. Donc là, en fait, c'est plus dans des cas d'épargne salariale où c'est une entreprise qui a souscrit un contrat au nom d'un de ses employés, PER, par exemple. Ça peut être un PER individuel, mais aussi un PER collectif. Et dans ce cadre-là, la seule manière jusqu'alors de savoir si vous étiez bénéficiaire d'un tel contrat, c'était d'appeler, de prendre contact avec tous vos employeurs. Vos employeurs, bien sûr, oui. Et on voit bien que c'était pas du tout pertinent. Voilà, c'était l'interview de Martin Landais, sous-directeur des assurances au sein de la Direction Générale du Trésor. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.